Alors, bonjour. Est-ce que tout le monde a la documentation? Oui? Parfait. Alors, la Fondation Humanitas et le Musée de l'Amérique francophone sont heureux de vous présenter cette lecture publique avec Maître Jacques Larochelle. Maître Larochelle est un juriste réputé qui s'est illustré dans plusieurs procès qui ont retenu l'attention des médias. Il a étudié au Collège des Jésuites, a obtenu un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Sherbrooke en 1967, alors qu'il n'avait que 17 ans, et une maîtrise l'année suivante de l'Université de Montréal. Puis, changement de cap. Il s'envole pour Paris afin d'étudier le latin et le grec ancien à la Sorbonne, et ce, 2 années durant. Il revient au Québec en 1972 pour pour enseigner les mathématiques et le français à la polyvalente de Granby. Puis, en 1974, un nouveau changement de cap. Il s'inscrit en droit à la faculté en droit à l'Université Laval, discipline qu'il pratique avec brio depuis 1978, comme l'atteste la médaille du barreau de Québec qu'on lui a décernée en 2007. Il m'a confié n'avoir jamais cessé de fréquenter les œuvres des poètes, rhéteurs et philosophes de l'Antiquité, et ce, malgré un agenda très chargé. Il n'est manifestement pas ce type d'homme que décriait le philosophe espagnol José Ortega y Gasset, à savoir ce savant ignorant, ce type d'homme surspécialisé qui ne connaît qu'une infime partie d'une science. Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, pourrait-il affirmer à la suite de Terence. Littérature, mathématiques, philosophie, sciences, rien de tout cela ne lui est étranger. Encore moins la musique, comme vous le constaterez tantôt, puisqu'il intercalera entre la lecture des 4 textes des pièces musicales qu'il interprétera lui-même à la flûte. Bref, c'était un homme cultivé, passionné et prolifique. Il est en effet le père de 11 enfants, que vous entendrez dans quelques minutes. Auparavant, puisqu'il se trouve sûrement parmi vous des gens qui ne sont pas habitués de nos activités, quelques mots pour vous présenter notre fondation qui existe depuis 1988. Elle a pour nom officiel la Fondation Humanitas pour les humanités gréco-latines au Québec et pour devise « transmettre un héritage ». L'esprit qui l'anime n'est pas passéiste ou empreint de la nostalgie du bon vieux temps des collèges classiques. Elle poursuit plutôt comme objectif de rappeler à nos contemporains que toute la littérature ancienne qui nous a été léguée par les civilisations gréco-romaines et chrétiennes constitue un précieux héritage qui ravive notre grandeur humaine. Pour atteindre son objectif, la Fondation Humanitas organise, entre autres, des lectures publiques comme celle-ci. La toute première s'est déroulée en 2005 à la Basilique Notre-Dame de Montréal avec le comédien Gérard Depardieu qui y lut des extraits des Confessions d'Augustin d'Hippone. Depuis lors, des textes d'Homère, d'Ovide, de Platon, de Plutarque et d'autres grands écrivains de l'Antiquité ont été lus avec art ici à Québec par le comédien Jack Robitaille et à Montréal par le professeur Denis Brault. La Fondation Humanitas, par ses lectures publiques, remet à l'ordre du jour une pratique coutumière chez les anciens, celle de lire à haute voix une œuvre littéraire. Dans une de ses lettres, Pline le Jeune dit préférer la lecture orale à la lecture silencieuse, car, dit-il, ce qu'on entend de vive voix frappe davantage. Si animée que soit la lecture, poursuit-il, l'intonation, l'expression du visage, la présence et les gestes de l'orateur produisent une impression plus forte qui reste gravée dans l'âme. Nietzsche, ce fin connaisseur de l'Antiquité, se plaint dans Par-delà bien et mal de l'incapacité de ses compatriotes à savoir bien lire. Combien y a-t-il d'Allemands, dit-il, qui sachent et qui se piquent de savoir qu'il y a de l'art dans la moindre phrase bien faite. Un art qu'il faut deviner si on veut comprendre la phrase. Se tromper sur l'allure d'une phrase, continue-t-il, c'est faire erreur sur le sens de la phrase elle-même. Ne pas avoir le moindre doute au sujet des syllabes décisives pour le rythme, sentir comme une beauté voulue la rupture d'une symétrie trop rigide,
tendre au moindre staccato, au moindre rubato, une oreille subtile et patiente, savoir donner un sens à la succession des voyelles et des diphtongues, les voir se colorer, s'iriser des teintes les plus délicates et les plus riches, du simple fait de leur succession, qui donc, parmi les Allemands liseurs de livres, a la bonne grâce, conclut Nietzsche, de se plier à ses devoirs. En fait, oserais-je dire, qui donc parmi nous a la bonne grâce de se plier à de tels devoirs? Nous avons la chance d'en avoir un ici cet après-midi, Jacques Larochelle. Il nous lira avec art des extraits d'œuvres d'Horace, de Virgile, de Cicéron, d'Ovide, pour nous faire goûter à la musicalité propre à la langue latine, mais aussi pour nous faire part du bonheur et de l'enrichissement tant personnel que professionnel que procure la fréquentation des grandes œuvres de l'Antiquité. Une dernière considération, avant que je ne cède la parole à notre lecteur. Une fondation ne peut pas remplir sa mission s'il ne rentre pas d'argent dans ses coffres. Alors, si par hasard, vous connaissez un dénommé mécène, vous êtes prié de nous transmettre ses coordonnées afin que nous lui dépêchions nos meilleurs orateurs accompagnés de violonistes. On vous a remis, ou on le fera tantôt, un feuillet sur lequel vous pourrez, si vous le désirez, inscrire vos propres coordonnées, soit pour éventuellement faire un don, soit simplement pour nous donner votre adresse courriel, afin que nous puissions vous avertir de nos activités, notamment de nos lectures publiques, dont la prochaine se tiendra à Montréal avec le réputé avocat montréalais Julius Gray, qui commentera quelques lettres de l'orateur romain Pline le Jeune. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bonjour à tous. Mon objet, mon but est d'essayer de vous faire sentir la beauté de la langue latine, sa complexité qui n'a rien de comparable avec celle de nos langues modernes, son raffinement. Il n'y a pas de technologie des langues, évidemment, mais si les langues étaient un produit de la technologie, je pense qu'on devrait avouer que la technologie des anciens était beaucoup plus avancée que la nôtre en ce qui concerne la fabrication ou la création des langues. La langue latine est complexe parce que les mots sont susceptibles de variations beaucoup plus que dans les langues modernes, beaucoup plus que dans le français ou l'anglais, par exemple. En français, il reste encore des conjugaisons assez complexes. D'ailleurs, ceux qui apprennent le français souvent en sont un peu désolés. Mais en latin, les conjugaisons étaient plus complexes que ce que nous avons en français. Il y avait quatre familles de verbes, ceux qui finissaient en aré, errer avec un accent sur le E, ou errer sans accent sur le re, ou irer. Et il y avait plus de modes, plus de temps, il y avait des subjonctifs plus nombreux qu'ils utilisaient. Alors on n'utilise plus, nous, le subjonctif imparfait ou plus que parfait. Personne dit « il faudrait que je t'aimasse un peu plus ». C'est très rare qu'on entend des phrases de ce genre. Alors, mais les subjonctifs français étaient latins étaient couramment utilisés. Il y avait des règles de concordance très subtiles pour marquer l'antériorité dans le temps. Est-ce qu'une chose est réelle, hypothétique, impossible, possible, vrai? Alors, les conjugaisons, donc, avaient une complexité beaucoup plus grande que dans les langues modernes. Et en plus, en français, par exemple, lorsque vous passez au mode passif, vous dites « je suis aimé »,« j'étais aimé », alors vous prenez le verbe être et vous n'avez pas besoin d'apprendre une conjugaison d'aimer au passif. Mais en latin, le verbe aimer, par exemple, se conjuguait aussi au passif avec la même complexité qu'à l'actif. Alors il fallait réapprendre tous les temps, tous les modes, toutes les personnes au mode actif et au mode passif pour les quatre conjugaisons. Et vous aviez en plus une difficulté supplémentaire, c'est que certains verbes se conjuguaient comme des verbes passifs, mais avaient un sens actif. À titre d'exemple, je sais pas, je parle. Bon, c'est certainement un verbe actif, c'est un verbe d'action, mais ça se conjuguait comme un verbe passif, loquor, comme si c'était un verbe qui indiquait un état ou un verbe passif. Les noms également variaient. En français, les noms varient très peu. Ils varient pour marquer le pluriel ou parfois le féminin. La plus
le mode le plus fréquent de marquer le pluriel, c'est évidemment de mettre un S. Le mode féminin ou d'indiquer le féminin, c'est d'ajouter un E. Tout ça, c'est très, très simple. En anglais, c'est encore plus simple. Les noms ne varient pas, n'ont pas de genre. En latin, les noms avaient 3 genres français, c'est-à-dire masculin, féminin ou neutre. Et les noms se classaient dans 5 familles, 5 déclinaisons. Et dans les 5 déclinaisons, il y avait le singulier et le pluriel, il y avait 6 cas. Est-ce que le nom est un sujet? Est-ce que le nom est un complément direct? Est-ce que le nom est un complément indirect? Est-ce qu'il est un complément circonstanciel? Est-ce qu'il est un complément de nom? Pour chacune de ces fonctions, de ces rôles du nom dans la phrase, il y avait un cas particulier. La terminaison du nom était susceptible de changer au singulier et au pluriel. Et donc, ça fait 12 formes à mémoriser pour chaque nom, 6 formes au singulier, 6 formes au pluriel selon sa fonction dans la phrase. Il y avait 5 déclinaisons, donc ça fait 5 fois 12, 60 formes possibles. Je ne vous dis pas qu'elles étaient toutes différentes, là, il y avait des répétitions, mais quand même, il fallait savoir que c'était une répétition. Donc, le nom, lui aussi, présentait une complexité que les langues modernes ont perdue. Également, la langue latine avait cette particularité, avec beaucoup de langues de l'époque, comme par exemple le grec ancien, que les voyelles avaient ce qu'on appelait une quantité. Quantité, ça veut dire qu'elles étaient soit longues, soit brèves. Alors, si elles étaient brèves, elles prenaient la moitié du temps d'une syllabe longue. Alors, il y avait un rapport mathématique à peu près formel entre les longues et les brèves. Dans le temps qu'on prononce une syllabe longue, on prononce 2 syllabes brèves. Et souvent, des mots, suivant que la syllabe principale est longue ou brève, n'ont pas du tout le même sens. Donc, il fallait apprendre, en plus des 12 cas du mot dont il s'agit, du nom dont il s'agit, il fallait apprendre pour chaque mot si les syllabes qu'il composait étaient longues ou brèves. Il fallait apprendre aussi à placer l'accent. Donc, la langue latine était une langue extraordinairement complexe par rapport au français, encore plus à l'anglais, même à une langue moderne qui a gardé un reste de déclinaison, comme l'allemand. Il y a des déclinaisons, mais c'est l'article qui se décline essentiellement. Ce n'est pas le nom, sauf pour prendre un S au génitif masculin et neutre et pour prendre un N au datif pluriel. Donc, il n'y a à peu près pas de changement du nom. C'est l'article qui se décline. Et c'est vite fait d'apprendre la déclinaison de l'article. Alors, la langue latine, comme la langue grecque d'ailleurs, avait par rapport à nos langues modernes une complexité, une précision, un raffinement intellectuel, si vous voulez, qui sont frappants quand on l'étudie, qui en rendent d'abord très difficile, mais qui font de ces langues des moyens de communication extrêmement précis, extrêmement rigoureux, beaucoup plus, me semble-t-il, en tout cas, que nos langues modernes. La poésie latine, maintenant. 3 des textes que je vais vous lire sont des textes tirés de la poésie latine. La poésie latine, comme la poésie grecque, est fondée sur le concept d'un pied. Un pied, c'est un ensemble de syllabes qui sont longues ou brèves dans un certain assemblage. Comme par exemple, vous pouvez dire qu'un pied, c'est 2 voyelles longues. Ou encore, ce sera une longue et une brève. Un trochée. 2 voyelles longues, c'est un spondé. Ou encore, vous pourrez dire, ce sera une brève et une longue. C'est un iambe. Ou encore, vous pouvez dire, ce sera une longue et 2 brèves. C'est un dactyle. Alors, chaque pied avait un nom et chaque pied avait un caractère qui lui était propre. Alors, il consistait à assembler d'une façon définie et qui ne changeait pas, alors les voyelles suivant leur quantité. Le vers du premier poème que je vais vous lire, c'est le vers le plus fréquent de l'Antiquité, c'est l'hexamètre héroïque. C'est un vers qui a servi pour les grandes épopées, pour l'Iliade, l'Odyssée. C'est peut-être là où ce vers a été utilisé dans les premières fois, je l'ignore, mais enfin, c'était des hexamètres héroïques. Et évidemment, Virgile, lorsqu'il a écrit sa grande épopée latine de l'Énéide, a repris ce vers, qui est le vers qu'on croyait à l'époque parfaitement adapté pour chanter les gestes ou les actions des héros, des grands de ce monde, les épopées, les choses importantes et majestueuses. Alors, en quoi consiste un hexamètre héroïque? C'est les 6 premiers, ces 6 pieds, les 5 premiers pieds sont soit des spondés, soit des dactyles, c'est-à-dire soit 2 longues, soit une longue, une brève. Donc, ils ont la même durée, parce que, comme je l'ai dit, 2 brèves égale une longue. Alors, si je fais tam, 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 j'ai fait un spondé, d'accord?
Et si je fais un dactyle, je fais tam, ta, ta, tam, j'arrive en même temps. Alors, vous comprenez que le vers latin pouvait être scandé. On voit souvent sur les vases des professeurs qui tiennent des baguettes au-dessus de la tête de leurs élèves. On peut penser que c'était pour les frapper, mais peut-être aussi qu'ils étaient en train de scander des vers. J'en sais rien, je leur donne le bénéfice du doute, parce que les anciens avaient parfois l'habitude de scander la lecture de verbes, pas tous les poèmes qui le permettent, mais l'hexamètre dactylique le permet, parce que la première syllabe de chaque vers vient à intervalles réguliers, parce que soit vous avez entre les deux longues, une longue ou deux brèves, ce qui est la même durée. Donc, si vous faites tam, 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 ta, ta, tam, 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 ta, ta, il y a un rythme dans l'hexamètre, il y a un rythme qui est évident et qui consiste dans le fait que la première syllabe de chaque pied revient à intervalles réguliers. Elles sont séparées par soit une longue ou deux brèves, ça revient au même, c'est la même durée. Alors, vous pouvez taper et toujours, votre main va descendre sur la première syllabe du vers. Voyons un exemple dans le document que je vous ai remis. Vous avez le premier poème que je vais traduire et lire, c'est le livre 4 de l'Énéide. Je reviendrai un peu sur ce que ça signifie. Pour l'instant, je veux vous montrer la notation qui nous permet de distinguer les longues et les brèves. Alors, traditionnellement, lorsqu'on étudie la métrique latino-grecque, une longue, c'est un trait prolongé, et une brève, comme vous l'avez vu, c'est un petit U, c'est un petit demi-cercle. Alors, les traits prolongés indiquent que la syllabe va durer tout un temps, et les demi-cercles indiquent que la syllabe va durer un demi-temps. Alors, si par exemple, on lit en le scandant le premier vers de ce poème, livre 4 de l'Énéide, on peut le scander, vous allez voir qu'il y a un rythme, et ça se lit comme suit. At regi nagrawi yam dudum sau kiakura. Alors, si je vais baisser la main à chaque première syllabe de chacun des 6 pieds qui composent ce vers, ma main aurait frappé la table au moment de la première syllabe. Soit dit en passant, il y a une règle particulière, c'est que le 5e pied, lui, n'a pas le choix d'être un spondé ou un dactyle, c'est-à-dire il n'a pas le choix d'avoir 2 longues ou une longue et 2 brèves. C'est nécessairement un dactyle, donc c'est nécessairement une longue et 2 brèves. Comme vous le voyez, là, le 5e pied, c'est saukia, blessé. Saukia, donc 2 brèves, le i et le a sont brèves. Et, comme toujours en latin, la dernière syllabe d'un vers est indifféremment longue ou brève. Donc, on ne se demande pas si le a de kura est long ou brève. Alors, donc, je recommence pour vous faire sentir le rythme de ce vers latin. At regina gravi iam dudum saukia kura. Vulnus alit venis et caeco carpiturigni. Alors, vous voyez, toujours le même rythme, et vous remarquez que les 5e pieds sont toujours des dactyles. Multa viri virtus animo multus qui recursat, gentis onos aerent in fixi pectore vultus, verbaque nec placidam membris dat cura quietam, postera fae bea lustrabat lampade terras, umentem qua aurora polo di moverat umbram. Alors, c'est assez, je pense, pour vous faire sentir le caractère particulier de la poésie latine par rapport à notre propre poésie. Elle n'est pas fondée sur la rime, elle est fondée sur le rythme, et ce, d'une façon très rigoureuse, très précise, très technique, parce qu'en latin, comme en grec, les syllabes avaient une valeur de brève ou de longue qu'il était possible d'assembler pour obtenir un rythme particulier. Alors, ce livre 4e de l'Énéide, avant de vous le traduire, enfin pas tout le livre, mais un extrait du livre 4e de l'Énéide, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'Énéide, c'est, comme je l'ai mentionné, le grand poème épique des Latins, composé par Virgile, un peu avant Jésus-Christ, sous le consulat d'Auguste, à ce qu'on peut appeler l'âge d'or des Latins. Il voulait donner à la fondation de Rome un caractère majestueux, auguste, respectable et divin, si vous voulez. Donc, il a repris une légende suivant laquelle Rome avait été finalement fondée par Énée, ou par des descendants d'Énée plutôt, et que Énée, prince troyen, avait échappé lors de la prise de Troie, lors du sac de Troie dont vous avez probablement entendu parler, sac par les Grecs après avoir introduit le fameux cheval dans les murs de Troie. Donc Énée a réussi à se sauver avec ses pénates, son père, ses proches, sa famille, son fils aussi.
Et après avoir été traversé par les destins, après avoir été jeté à gauche et à droite, avoir fait naufrage, avoir connu toutes sortes de péripéties, les destins voulaient qu'il parvienne enfin jusqu'en Italie, jusque dans la région de Rome, qu'il établisse son peuple et que ses descendants fondent la ville qui un jour allait devoir dominer l'univers pour, enfin les Latins le croyaient, pour tous les temps, pour l'éternité. Alors, le livre 4 raconte les aventures d'Énée lorsque, justement jeté par un naufrage sur les côtes d'Afrique du Nord, en Libye, il tombe, si vous voulez, sur la fondatrice de Carthage, Didon, la reine Didon que l'on connaît encore aujourd'hui, qui elle-même avait connu des malheurs. Elle était l'épouse d'un certain Siché, alors qu'ils étaient tous les deux de la famille régnante à Tyr, en Phénicie, un peu à l'autre bout de la Méditerranée. Mais malheureusement, le frère de Didon a assassiné son mari, Siché, et l'a obligé à prendre la fuite. Elle a donc pris la fuite avec des Phéniciens qui lui étaient fidèles. Elle a touché terre en Libye. Elle a jugé que le site était favorable à la fondation d'une ville et elle a fondé la ville qui devait devenir Carthage. Voyez l'intérêt de la situation. Le fondateur ou l'ancêtre du fondateur de Rome tombe entre les mains de la reine fondatrice de Carthage et tout le monde sait que Rome un jour allait devoir détruire Carthage. Bon, alors... Si Didon avait su, évidemment, elle aurait probablement agi autrement qu'il ne l'a fait. Mais Énée était favorisé par Vénus, la déesse de l'amour, et pour s'assurer que Didon traitait bien son cher aîné et que finalement la ville de Rome à laquelle elle tenait allait bien être fondée, Vénus a inspiré un amour pour Énée à Didon, un amour assez excessif, comme vous allez le voir. Et le fait est que la reine de Carthage est tombée éperdument amoureuse d'Énée, a tenté de le retenir et n'a pas réussi. Et comme vous le savez sans doute, elle s'est immolée sur un bûcher en voyant ces vaisseaux qui s'éloignaient et qui allaient remplir son destin de fondateur de Rome pour le plus grand malheur de Carthage. Bon. Tout ça, évidemment, était ignoré au moment où ça se passait, mais Énée, au début, n'était pas conscient de la passion qu'il avait allumée dans le sein de Didon, il ne s'en occupait pas. Et lorsqu'il s'en est aperçu, il a considéré que son devoir de fondateur d'empire était plus important que cet amour. Alors, le document, c'est-à-dire le poème que je vais vous lire, fait appel, évidemment, comme toujours en poésie antique, à des références qui sont extrêmement riches, qui sont souvent mythologiques, géographiques, qui tiennent de la généalogie, qui tiennent des coutumes des Romains, etc. Alors, à titre d'exemple, ici, vous allez voir qu'à un moment donné, on parle de l'aurore. Pour nous, l'aurore, c'est une période du jour, mais pour eux, c'était une personnification de cette période du jour. C'est une personnification du moment où le jour cède à la nuit. On va utiliser aussi l'expression la lampe de Phébus. Phébus, vous le savez, c'est le soleil. La lampe de Phébus, c'est le soleil. Alors tout ça, ce sont des images pour dire d'une façon extrêmement raffinée que le jour se lève. Les anciens croyaient aussi qu'il y avait une divinité qui présidait au mariage, qui s'appelait l'hymen. Et les mariages à Rome étaient célébrés avec des flambeaux. Il y avait une partie de la cérémonie qui comportait l'usage de flambeaux. Évidemment, le lit aussi était un des ingrédients du mariage, ça on le comprend toujours. Alors, je vais également parler de pénates. Les pénates, c'est un peu les divinités domestiques, c'est les dieux du garde-robe ou du garde-à-manger, c'est les dieux qui sont au centre de la maison, qui viennent des ancêtres et que chaque Romain pieux, chaque Romain soucieux de ses devoirs religieux vénérait parce que c'était les dieux qui assuraient la continuité avec le passé, ses ancêtres et tout. Aujourd'hui, les pénates, c'est plutôt la demeure, mais pour les Romains, les pénates, c'était plutôt les divinités qui protégeaient et perpétuaient la demeure. Je vais parler également du Père Tout-Puissant. Là, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas notre Dieu à nous, c'est Jupiter.
Alors, Didon invoque ou fait mention de Jupiter en l'appelant le Père Tout-Puissant. C'était, comme vous le savez, le prince des dieux, le roi des dieux, l'équivalent du Zeus grec. Alors, il était celui qui maniait la foudre. Alors, elle rappelle son attribut principal qui est d'être le dieu qui préside au climat, au temps et qui contrôle la foudre. Elle parle aussi de l'Éreb. L'Éreb, ça signifie soit la région où vont les morts, les âmes ou les restes des défunts après la mort, ou ça signifie aussi, encore une fois, une personnification de cette région, de cet état, donc une divinité qui préside à la vie après la mort. Il y a une césure dans le poème que je vais lire, et la deuxième scène, c'est une scène où Didon fait des sacrifices, elle cherche l'avenir, elle est anxieuse, comme amoureuse, elle aimerait connaître son avenir, et elle fait des sacrifices de bêtes, évidemment, comme on le faisait à l'époque, et elle cherche l'avenir dans leurs viscères, dans leurs entrailles, c'est ce qu'on faisait, les augures examinaient à Rome les entrailles encore palpitantes, encore vivantes presque des bêtes, pour savoir qu'est-ce que l'avenir leur réservait. Et le tout finit par une comparaison entre Didon, qui est une amoureuse frappée par une flèche, et une biche chassée par un berger en Crète. On fait allusion au mont Dictée. Le mont Dictée, c'était une montagne de Crète. Je vais donc vous lire ces deux extraits du 4e livre de l'Énéide. Le premier décrit, et c'est un classique, il a été imité par tous les auteurs français de la Belle Époque du XVIIe, XVIIIe siècle. Presque toutes les expressions qui sont là se retrouvent dans les classiques français, dans Racine, dans Corneille, dans Molière. Donc c'est la passion, c'est la description, la peinture de la passion de Didon. Et la deuxième, c'est la description d'un sacrifice à laquelle Didon préside comme reine et souveraine de Carthage. Mais la reine, déjà touchée d'un grave souci, nourrit sa blessure dans ses veines, dévorée d'un invisible feu. Souvent, la noblesse de cet homme lui revient à l'esprit, et souvent l'éclat de ses ancêtres. Elle porte ses traits profondément gravés dans son cœur, ainsi que ses paroles, et son âme agitée ne laisse aucun repos à son corps. Après que l'aurore ait éclairé le monde avec la lampe de Phébus, et qu'elle eut chassé du ciel l'ombre humide, elle s'adresse ainsi à sa sœur et confidente, témoin du désordre de son esprit. « Anna, ma sœur, quels horribles songes troublent mon sommeil. Quel est cet hôte inattendu que j'accueille en ma maison? Quelle intrépidité dans ses exploits guerriers! Certes, je crois, sans craindre de me tromper, qu'il appartient à la race des dieux. La crainte toujours trahit les âmes vulgaires. Hélas, malgré les coups du destin, quel combat n'a-t-il pas soutenu? Si je n'avais pris la résolution fixe et inébranlable de ne plus jamais m'unir à personne du lien conjugal, après que la mort m'ait enlevé mon premier amour, si je ne m'étais dégoûté des flambeaux et du lit de l'hymen, lui seul peut-être aurait pu me faire retomber dans ses liens. Anna, je te l'avoue, depuis le départ de mon malheureux époux Siché, depuis que le crime d'un frère eut ensanglanté mes pénates, lui seul a touché mes sens et ébranlé mon esprit. Je reconnais les vestiges d'une flamme ancienne, mais j'aimerais mieux que pour moi la terre s'ouvrît jusqu'en ses profondeurs, ou que le Père Tout-Puissant me précipite de sa foudre au pâle royaume des ombres de l'Éreb et dans sa nuit profonde, avant, ô pudeur, que je t'abandonne ou que je viole tes lois. Celui qui, le premier, s'est joint à moi, emporta mes amours, que même au tombeau, il les conserve. Ceci dit, elle inonde soudain son sein de larmes. Didon, adorablement belle, tenait elle-même à la main la patère. Elle verse le vin entre les cornes d'une vache immaculée, ou fait lentement le tour de l'autel rougi de sang sous le regard des dieux. Elle marque ce jour par un sacrifice, et dans les flancs ouverts des bêtes, elle consulte avidement leurs entrailles palpitantes. Hélas, quand l'augure a perdu le sens, à quoi lui servent les vœux et les temples? Cependant, l'incendie ravage Didon jusque dans la moelle de ses os, et sa blessure silencieuse vit dans son cœur. La malheureuse brûle tout entière. Elle erre dans la ville, insensée, ainsi qu'une biche atteinte par la flèche volante que lui a lancée de loin dans les forêts de Crète un berger. Elle emporte avec elle le fer qui lui a percé le flanc à l'insu du chasseur. Dans sa fuite, elle parcourt les forêts et les vallées du mont Dictée. Mais toujours le roseau,
mortel qui l'a frappé s'attache à son flanc. Alors, vous deviez avoir droit entre chaque lecture à un intermède musical d'un violoncelliste. Malheureusement, il est retenu, je ne sais trop par quelle raison. Alors, M. Lucier m'a demandé et j'ai accepté de le remplacer bien et parfaitement en vous jouant après chaque morceau un air de flûte.